Donc bonjour à tous, merci d'être ici. Pour la petite histoire, je vais vous raconter vite fait pourquoi j'ai soumis une conf à Blend, tout simplement. C'est que j'ai des collègues qui sont venus vers moi et m'ont dit Romu, t'as trop de la chance cette année, c'est vraiment ton sujet. Blend, tu vas forcément être pris si tu soumets une conf. Je regarde le sujet, c'est Tech for Good. Je dis ah non, moi je fais de la Good for Tech. Du coup, je me dis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une conf pour présenter Tech for Good, Good for Tech et le numérique responsable, qui est vraiment un sujet que je maîtrise beaucoup plus que la Tech for Good. L'image que vous voyez, c'est l'image d'un vélocoptère. Le vélocoptère, c'est le taxi allemand. Le taxi allemand, c'est on va dire un sorte de drone qui est utilisable par deux personnes, qui a 30 km d'autonomie ou 30 minutes de batterie et qui est estampillé Tech for Good parce que justement, il permet d'optimiser les mobilités. Ça fait que deux personnes peuvent se trimballer à 30 minutes de chez elles ou à 30 km de chez elles au maximum avec un drone 100% électrique qui trimballe que deux personnes. Il y a énormément de problèmes écologiques et électroniques et dans ressources derrière. Pourtant, c'est quelque chose qui est estampillé Tech for Good. Et du coup, c'est ce dont va parler la conf à peu près. Bref, moi, qui je suis je m'appelle Romuald, je fais du dev depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai fait plein de trucs, j'ai fait du C#, j'ai fait du C, j'ai fait du PHP, de l'HTML, enfin plein de trucs quoi. J'ai fait de la BI, du Big Data. Je suis référent lyonnais du collectif Conception Numérique Responsable, qui est allié à greenIT.fr. Donc je connais pas mal les sujets green et conception responsable. Ça fait quelques années que je fais justement de la conception responsable et que je lis numérique et écologie. Et tout ça, on va dire, à partir d'une démarche personnelle. Personnellement, j'ai essayé de devenir quasi végétarien, mais la viande, c'est très dur à abandonner, surtout quand il y a des saucissons. J'ai essayé de me mettre au 100% vélo taf, donc j'ai arrêté la voiture en ville, ça sert strictement à rien et je perds du temps. J'ai essayé de faire plein de trucs, on va dire, dans le sens, et c'est une démarche personnelle qui m'a dit, moi, en tant que professionnel du numérique, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le numérique? Qu'est-ce que je peux faire et quels impacts je peux avoir pour justement rendre le numérique un peu plus écologique? Et du coup, c'est là qu'il y a à peu près 5-6 ans en arrière, j'ai découvert le greenIT.fr, le collectif Conception Numérique Responsable, et que je me suis un peu plus lancé. Du coup, comme je vous l'ai dit, je ne connaissais pas trop la Tech for Good vu que je suis plutôt Good for Tech. Donc je me suis renseigné et je me suis dit qui est-ce qui fait de la Tech for Good. Il y a des petites sociétés un peu qui font de la tech for good comme IBM. IBM, c'est International Business Machine Corporation. C'est une petite société qui a un peu plus de 100 ans. Donc ouais, elle fait de la tech depuis bien plus que vous tous, je crois. Il n'y a pas de centenaire. C'était la première capitalisation boursière au monde dans les années 70 et 80. C'est une société franchement qui a porté et qui fait plein de choses. Elle fait du matériel informatique, elle fait des offres de stockage, des offres de réseau. Elle est vraiment très puissante sur le secteur. Pourquoi est-ce que cette société est estampillée Tech for Good? Simplement parce qu'elle propose deux programmes qui sont très intéressants. Elle propose un programme qui s'appelle Scale Build, qui est une plateforme d'aide à l'acquisition de compétences techniques pour une meilleure réintégration sur le marché du travail. Il faut savoir que dans la tech, on a un gros problème d'électronisme, des personnes qui ne connaissent pas et qui ne savent pas utiliser la tech. Il y a de plus en plus de disparités. Donc IBM investit sur cette plateforme à essayer d'apprendre le numérique à des personnes ne le connaissant pas pour une meilleure réinsertion professionnelle. Ça, c'est bien, il y a une démarche éthique et responsable derrière, c'est de la Tech for Good. IBM investit aussi dans un programme P-Tech, qui est un passeport pour la technologie au collège. Donc pour tous les collégiens qui sont généralement dans des zones, on va dire, difficiles ou dans des milieux défavorisés, ils essayent de se lier à certains collèges pour pouvoir avoir un passeport du numérique et ainsi plus former les personnes au numérique. Il y a aussi Alphabet, ou plutôt Google, mais tout le monde connaît Google et personne ne connaît trop Alphabet, donc j'ai mis les deux logos, qui fait évidemment de la Tech for Good. Google offre vraiment des millions d'euros, on va dire, sur tous ces programmes-là à des associations à travers le monde pour justement mettre la technologie au service de l'emploi. Ça, c'est Tech for Good. C'est bien, il y a une raison derrière, c'est plutôt chouette. Ils ont formé aussi 1 million de personnes en Europe par eux-mêmes ou par leurs partenaires. Donc ça, c'est bien aussi. On permet, on va dire, à des personnes de se former sur le numérique. Et évidemment, Google a investi dans la tech à énormément de niveaux. Il y a aussi Facebook. Facebook fait de la Tech for Good. Facebook possède une plateforme rendant le monde plus ouvert et plus connecté. Bon, le pire, c'est que c'est vrai.
Facebook améliore le monde. Facebook nous rapproche, nous connecte, et c'est plutôt pas mal. Facebook donne énormément, on va dire, d'aide économique pour la recherche à l'IA, notamment en France, où avec le salon Vivatech, la dernière fois, ils ont beaucoup investi, ils ont financé 48 bourses et 8 thèses sur le sujet de l'intelligence artificielle. Ils offrent aussi des serveurs aux instituts de recherche comme le CNRS et compagnie pour justement être estampillés Tech for Good. Il y a aussi Uber. Uber investit énormément dans les programmes comme ITCP, Advanced Technology Center of Paris, qui promouvoient, on va dire, la recherche sur les nouvelles mobilités. Il faut savoir que les mobilités en ville, c'est un peu critique. La voiture ne sert pas à grand-chose, mais je ne vais pas le dire tout fort. On va très bien en vélo, en trottinette ou en transport en commun, mais pourtant, ils investissent dans les voitures volantes, les voitures autonomes, le stockage d'énergie, qui est critique pour les voitures électriques et pour les trottinettes et pour tous nos matériel en général, et les systèmes de recharge. Parce qu'avoir une voiture qui a une grosse batterie, mais qu'on recharge en 10 heures, c'est un peu dommage. Il y a aussi Lime. Lime, c'est une société qui permet, on va dire, à des poissons dans la Rhône et dans... Enfin, non, je crois que c'est pas ça. Non, c'est une société, on va dire, qui vraiment fait de la tech for good parce qu'elle améliore, soi-disant, les micro-mobilités. Nous, à Lyon, on la connaît vachement parce qu'en fait, on a sorti 189 trottinettes la dernière fois de la Saône et du Rhône. Donc, c'est énorme. À Marseille, c'est une photo qui vient de Marseille. C'est un Marseillais qui récupère ça. Félicitations à lui parce que c'est cool. La durée de vie d'une trottinette électrique, c'est quand même 260 km, ce qui est que dalle par rapport à son analyse de cycle de vie et à tout ce qu'on investit sur une trottinette lorsqu'on l'a créée en matière de gaz à effet de serre. Bref, Lime est estampillé Tech for Good. Cette société fait de la Tech for Good. Bon, ensuite, il y a des gros problèmes d'incivilité. Ce n'est pas forcément de leur faute aussi si ça finit au fond des océans. Bref, il faut aussi savoir qu'Uber a investi dans Lime. Cause à effet, j'en sais rien. La question qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'est vraiment for good? Qu'est-ce que c'est le for good qu'il y a derrière? On va faire un petit récap très simple. J'ai pris 3 sociétés au hasard. Ces 3 sociétés au hasard, on va regarder ce qu'elles font pour que ce soit réellement for good. On voit que Facebook rend le monde plus ouvert et plus connecté. For good. Investit dans l'IA dans les projets d'intérêt général. For good. Uber investit dans la recherche dans le futur de la mobilité. Ça aussi, c'est for good. C'est pour le bien humain, c'est for good. Lime permet à chacun de se déplacer plus rapidement, plus simplement. Ça aussi, c'est for good. Ça, c'est cool. Ces sociétés sont for good. Maintenant, si on creuse un tout petit peu et qu'on voit derrière, bon, ça, c'est applicable à toutes les sociétés, on voit qu'il y a quelques petits problèmes qui ne sont pas forcément for good. Il y a des problèmes de sécurité de la donnée, de vol de données, de traçage abusif d'utilisateurs, d'intrusion, de partage de données, de concaténation de données avec d'autres organismes, de manipulation de l'opinion, d'addiction, de diffusion de fausses informations. Je ne parle pas que Facebook, hein. Je préfère préciser, il y en a d'autres. Il y a aussi des problèmes économiques et sociaux. Toujours plus de voitures ou de trottinettes avec des chauffeurs de moins en moins bien payés par des sociétés qui défiscalisent hors du pays où elles sont implantées. Par exemple, Uber, ils ne payent pas leurs impôts en France, ils défiscalisent aux Pays-Bas. C'est super cool, les chauffeurs ne sont pas payés, ils vont tomber malades et c'est nous qui allons payer les impôts alors qu'eux ne les payent même pas chez nous. Bref, c'est super cool. Il y a aussi les problèmes du free floating. Comment un aveugle peut-il voir une trottinette ou un vélo garé n'importe comment sur un trottoir? Mais en fait, il faut savoir que les chiens d'aveugle, eux, ils sont formés. Un chien d'aveugle, on le forme, il a, on va dire, une durée de formation pour pouvoir éviter certains panneaux, plein de trucs sur les trottoirs. Et les trottinettes, ça a été vraiment une aberration pour les aveugles parce qu'elles sont au milieu de la route, les chiens ne sont pas formés là-dessus, ça fait qu'ils passent par-dessus la trottinette et l'aveugle, il se la prend en pleine gueule. Bref, on a plein de problèmes éthiques comme ça et sociaux qu'on ne voit pas avec la tech for good. Il y a aussi, évidemment, tous les problèmes écologiques, les problèmes de ressources, parce qu'on est quand même dans un monde qui est terminé, qui est fini. Les ressources, une fois qu'on les a extraites, il n'y en a plus à moins qu'on les recycle, sauf qu'on les recycle à moins de 3%, c'est super intéressant. Il y a des problèmes d'émissions de GES, il y a des problèmes d'eau, de recyclage et évidemment d'eau bésicielle. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Du coup, en me disant qu'en fait, il y avait énormément de subventions dans la Tech for Good, je me suis dit, je vais créer une start-up. Énorme. Un pitch mortel. Au fait, je me suis dit qu'il y a énormément de gens qui mangent des tartines le matin, mais au fait, ils en font trop et du coup, ça fait du gaspillage alimentaire. Du coup, j'ai créé une start-up qui s'appelle « Pour ramener officiellement une tartine ». Truc de fou. Ça évite le gaspillage alimentaire, ça nourrit les personnes en difficulté et j'embauche des personnes locales en situation difficile pour récupérer les tartines et les amener aux autres. Tech for Good, mais à 3000%.
Franchement, je pense qu'il faut que je pitch ça parce que je vais avoir des financements mais incroyables. Par contre, ce que je dis pas, c'est qu'en fait, mon application est surdimensionnée et j'utilise la puissance du cloud. Je suis sur Amazon, j'ai une carte bleue qui a des milliards d'euros, donc du coup, je suce des serveurs, mais à tire-larigot. Ce que je dis pas, c'est que les données, elles sont pas sécurisées. Tu vas avoir les données de tes potes, ben, tu les prends, c'est super, c'est gratos, et j'en ai rien à foutre, parce que mine de rien, sécuriser des données, ça coûte des sous. Ce que je dis pas aussi, c'est que maintenant que tout le monde est addict, enfin, tout le monde a une addiction à mon application, parce que franchement, ramener des dark c'est super addictif, la V2 ne fonctionne que sur iPhone 11. C'est normal, quoi. Enfin, franchement, je ne vais pas faire une V2 qui fonctionne sur tous les appareils, alors que je peux forcer les gens à acheter des iPhone 11. Ce que je ne dis pas aussi, c'est que je demande obligatoire une connexion Facebook pour pouvoir accéder à l'application, histoire d'avoir vos murs, vos photos, vos likes, vos listes d'amis, vos films préférés et tout le reste. Ce que je ne dis pas non plus, c'est que je demande votre géoloc permanente, l'accès à vos contacts, à vos calendriers, à vos mails, à votre vie. Tout simplement, parce que j'aime bien votre vie, je ne sais pas ce que je peux en faire. Et enfin, ce que je ne dis pas, surtout, c'est que je les revends à des partenaires. Bref, le truc que je dis surtout pas, parce que ça, ce serait pas tech for good, c'est qu'en fait, les personnes, je les paye à la tartine récupérée. Alors, je les paye super gracieusement. La tartine, je la revends 50 centimes, je les paye 2 centimes, mais vous savez, Amazon, ça coûte cher, donc 48 centimes par tartine, c'est au moins ce qu'il me faut. Bref, j'espère que vous voyez, en fait, l'incohérence réelle qu'il peut y avoir derrière le tech for good. Le tech for good, ça fait du vent, à peu près comme l'acronyme de ma société. Bref, tout ça... c'est un peu du bullshit, on est d'accord. Mais en fait, c'est du bullshit, mais pas vraiment. Parce que mine de rien, il existe réellement du vrai for good. Des vraies personnes qui font vraiment de la tech for good sans intérêt commercial, sans vouloir, on va dire, faire des choses par derrière ou se soulager la mémoire. On a Framasoft qui essaie de dégoogliser à peu près tout ça et qui est un peu plus éthique avec la donnée. On a CityTaps qui est une application qui permet, on va dire, qui est une application... humaniste et féministe qui aide à libérer les femmes et les filles des contraintes et des risques de la corvée d'eau dans les villes des pays en voie de développement. Il faut savoir que dans les pays en voie de développement, généralement, qui manquent d'eau, ce sont les femmes et les filles qui vont chercher l'eau, qui ne sont pas formées, qui ne font pas l'école, qui ne font pas plein de trucs. CityTaps aide à ça. C'est une vraie application. C'est ce qu'on pourrait qualifier de vraie application for good. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les solutions for good, elles ne sont pas forcément ni éco-conçu, ni responsable. On manque, en fait, cruellement, mais franchement, on manque énormément de cohérence avec le for good. Le tech for good, ça fait un sacré greenwashing interdimensionnel. Franchement, c'est un truc de fou. Donc, ce que je vais vous faire, c'est je vais aussi vous expliquer pourquoi la tech n'est pas forcément good. Parce que la tech, mine de rien, tout le monde dit la tech, c'est super, c'est good, ça va bien. Mais en fait, il faut savoir que la tech utilise de l'énergie primaire. Les chiffres ne sont pas énormes. Mais par contre, c'est les chiffres mondiaux, 4,2% de l'énergie primaire mondiale. Les chiffres ne sont pas énormes, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur du numérique, c'est le secteur qui croît le plus rapidement dans toutes les émissions. Donc on est à peu près à 10% sur tous les secteurs par an. Donc d'ici une vingtaine d'années, on passe secteur le plus polluant du monde, mais devant tout le monde, devant le transport, devant l'agriculture, devant tout ce que vous voulez. C'est super cool. 4,8%, en fait, je tire ça du rapport greenIT.fr d'il y a à peu près 3 semaines en arrière, qui est l'impact environnemental des services numériques mondiaux. Donc c'est un rapport qu'ils ont fait avec des analyses de cycle de vie, donc c'est un rapport très précis qui se base sur des, on va dire, faits et des faits et des calculs scientifiques qui permettent d'avoir ça. Du coup, normalement, en matière d'énergie primaire, on parle plutôt en joules. Donc on parle en gigajoules, en terajoules, et le rapport le met en terawatts. Bon, c'est pas plus mal parce qu'en fait, ça nous permet de mieux comprendre les choses. 6800 terawatts, c'est ce que consomme le numérique par an, le numérique mondial par an. 6800 watts, si en fait on se focalise sur les rapports d'EDF, en France, entre parenthèses, on a la chance d'avoir du nucléaire parce que ça fournit une énergie qui est très très bas carbone. Par rapport, on va dire, à la Pologne ou même à l'Allemagne qui sont sortis du nucléaire, l'énergie qu'on produit est très très bas carbone. Si vous utilisez une application numérique, par exemple sur un smartphone, si vous utilisez une application numérique qui est chargée en France, vous allez avoir moins d'impact qu'une application numérique qui est chargée en Pologne, parce qu'en Pologne, ils sont à peu près entre 400 et 500 grammes d'équivalent carbone par kilowattheure créé. En France, on est entre 40 et 50 en moyenne. Ça, il faut le savoir. Donc, 6800 TWh, d'après EDF, eux, en France, avec les 58 réacteurs nucléaires, on ne produit que 379 TWh.
Donc tout le reste, si tout, on va dire, passait dans le nucléaire bas carbone, tout le reste, ce serait soit du charbon, soit du pétrole, soit du fossile, ou peut-être un peu d'ENR, quand ça fonctionne, quand il y a du vent ou quand il y a du solaire, quoi. Bref, si on compare un peu avec des données qu'on connaît bien avec le 2,21 gigawatts, ça fait à peu près 3 076 923 retours vers le futur de Marty avec la DeLorean. La tech émet des gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre, c'est 3,8%. Ça semble pas énorme, mais comme je vous l'ai dit, c'est à peu près 10% d'augmentation par an. C'est 1400 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Millions de tonnes, ça commence à faire beaucoup de tonnes. C'est comme si, au fait, en France, je vous rassure, on n'est pas 1,5 milliard de salariés, mais au fait, c'est la consommation, c'est l'équivalent, en fait, en matière de gaz à effet de serre, de 1,5 milliard de salariés français allant travailler pendant un an. Je crois qu'on est 67 millions en France. La tech consomme de l'eau. Quand on parle d'eau, généralement, c'est d'eau potable. 0,2%, c'est environ 7,8 millions de mètres cubes d'eau. Bon, alors, ça ne parle pas à tout le monde. 7,8 millions de mètres cubes, c'est un peu vaste. On ne voit pas trop ce que c'est. Mais en matière de pack d'eau minérale, c'est 242 milliards de packs d'eau minérale. Ça, c'est pas un pack, c'est une bouteille. Un pack, c'est ça. Ça fait beaucoup. La tech consomme aussi de l'électricité. Donc, ce n'est pas de l'énergie primaire, là, c'est vraiment de l'électricité. 5,5%, c'est toujours en croissance aussi. Ça fait 1300 TWh. C'est comme si, au fait, en France, au 1er janvier, on était 67,19 millions de Français. C'est comme si 82 millions de radiateurs électriques de 1000 watts étaient allumés en permanence. Donc, de 1000 watts, ça chauffe à mort. Hein. Franchement, il ne va pas tarder à neiger, mais je vous promets que 1000 watts, ça commence à chauffer. En aller-retour, retour vers le futur, ça fait juste 588 235 retours vers le futur. Si on prend un retour vers le futur, c'est 2,21 gigawatts. La tech consomme des ressources, 22 millions de tonnes d'antimoine. Qui est-ce ici connaît l'antimoine? Évidemment. Pourquoi j'ai posé la question? L'antimoine, au fait, c'est l'élément 51 du tableau de Mendeleïev. C'est un solidificateur. Au fait, à l'époque, on l'utilisait pour les poinçons d'imprimerie parce que c'est très fort. L'antimoine, c'est quelque chose qu'on a dans tous les PC, toutes les tablettes, c'est toutes les cartes électroniques, tout simplement, parce que ça sert de solidifiant. Le truc, c'est que là, vous avez une courbe c'est un graphique qui a 2 ans en arrière, donc il faut réduire de 2 ans à peu près toutes les courbes bleues. L'antimoine, c'est la ressource critique, donc, qui nous reste le moins dans le monde. On l'utilise partout, sauf que, du coup, vu que le graphique a 2 ans, il nous reste 10 ans d'antimoine dans le monde. Ensuite, il faudra qu'on trouve un autre métal, parce qu'on ne sait pas comment faire de l'antimoine, en quelque sorte. Le pire qu'il faut savoir, c'est que l'antimoine, c'est critique, mais Tesla a averti le gouvernement américain qu'ils n'allaient pas savoir comment faire avec d'autres métaux, comme le cuivre, le cobalt et le nickel. Le cuivre, le cobalt et le nickel, il en reste vachement plus que l'antimoine, l'étain, le plomb, l'or, le zinc, le strontium, l'argent, et on arrive au nickel. Donc vous voyez, les métaux, on utilise énormément de métaux rares, sauf que on ne voit pas trop, on va dire, que vu que tout est invisible, vu qu'en fait un smartphone, on l'a dans la poche et on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne voit pas tout ce qu'on consomme, on ne voit pas toutes les ressources qu'il y a derrière. Et ça, c'est un peu catastrophique non plus. La tech, au fait, a aussi des gros problèmes, c'est que généralement, le problème n'est pas là où on croit qu'il est. Quand vous parlez à des personnes de tech et d'écologie, généralement, ils vous disent évidemment, c'est les serveurs. Les serveurs, faut arrêter les serveurs. Les serveurs, ils consomment de l'énergie, ils utilisent la clim, ils sont catastrophiques. Mais en fait, pas du tout. Si vous regardez, on va dire, des principes basés sur des analyses de cycle de vie, vous voyez qu'en termes d'énergie, de gaz à effet de serre, d'eau, d'électricité et de ressources, le plus gros impact, il est côté utilisateur. Le plus gros impact, c'est côté utilisateur. C'est nous, à chaque fois que nous, on change de téléphone, à chaque fois que nous, on change de télé, à chaque fois que nous, on change de box internet parce qu'il y a une meilleure connexion, il y a la 4K alors qu'on n'a rien en 4K chez nous. Il y a plein de trucs comme ça qui fait qu'à chaque fois qu'on va fabriquer un produit, cette fabrication réelle, c'est là où la pollution est parce que justement, on va extraire des ressources, on va utiliser de l'énergie pour extraire ces ressources et on va juste les approprier chez nous. C'est vraiment nous le problème. C'est notre consommation, ce n'est pas les serveurs qui, les serveurs, ont déjà des normes. Les serveurs, ils ont des normes comme les normes H-Ray, par exemple, qui permettent de jouer sur l'hygrométrie pour pouvoir avoir des salles serveurs qui ne sont pas climatisées ou très peu climatisées. Les serveurs, ils ne sont pas écologiques, parce que le numérique n'est pas écologique. C'est idiot de penser qu'un numérique peut être écologique, il peut être conçu pas écologique. Mais par contre, il y a déjà des choses qui se font du côté des serveurs, parce que mine de rien, eux, c'est aussi une question de business.
moins ils ont à chauffer, moins ils ont à faire de clim, on va dire, pour leurs serveurs et pour maintenir leurs serveurs, moins ils ont à dépenser d'argent. Donc il faut bien comprendre que le problème, c'est vraiment pas les serveurs, c'est vraiment pas le réseau, alors qu'on consomme beaucoup plus de réseaux, on va dire, en matière d'énergie, de GES et tout le reste, que les centres de données. C'est vraiment nous le problème. À chaque fois qu'on change de monde connecté tous les 6 mois parce qu'il y a une nouvelle qui sort, c'est un problème. Bref, la tech augmente aussi l'électronisme. Vous connaissez le mot électronisme? Oui, non, pas du tout. L'électronisme, c'est simple, c'est le fait qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas utiliser l'électronique. Le numérique en général, et ça, en fait, c'est de l'électronisme. C'est des personnes qui ne savent pas fonctionner, enfin qui ne savent pas comment fonctionne le numérique. 52%. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est ce chiffre? Non, personne. C'est un chiffre super intéressant pourtant. 52%, c'est le nombre de personnes dans le monde qui ne sont pas connectées et qui n'ont pas accès à Internet. On a des problèmes de ressources, on a des problèmes d'eau, on a des problèmes d'électronisme, on a des problèmes de partout sur le numérique, et la moitié du monde n'est pas encore connecté. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Tout le monde pense qu'au fait, le web, le numérique, en fait, c'est un acquis. Au fait, non. C'est un acquis pour nous qui sommes dans un pays développé où les personnes à 80,4% sont connectées. Il y a encore 20% de Français qui ne sont pas connectés ou qui ne veulent pas se faire connecter à Internet. Là, en fait, ça crée une fracture numérique déjà dans les pays développés. Alors, imaginez la fracture numérique qu'il y a dans les pays entre la France, qui est un pays ultra développé, et on va dire n'importe quel pays, on va dire en Afrique centrale, qui ne connaît même pas les réseaux comme la 2G ou la 3G. Ça crée, on va dire, ça crée encore plus de disparités et d'inégalités. La tech, c'est pas adapté à tout le monde non plus. Il faut savoir qu'il y a 10%, enfin, on parlait de 52%, ça fait qu'il y a 48% du monde qui est connecté. 48%, c'est un fait, il y a 48% du monde qui est connecté. Sur ces 48% du monde, on estime qu'il y a 10% de personnes qui ont des problèmes d'accessibilité. Ça fait qu'en fait, ils ne voient pas le site correctement, ils ont peut-être des problèmes auditifs ou des problèmes au niveau des yeux, et ils sont peut-être aveugles, parce qu'il y a des aveugles qui utilisent Internet, il faut le savoir, c'est pour ça que l'accessibilité, c'est très important. Et il faut savoir que 70% des sites web ne sont pas accessibles. Ça fait que vous perdez 10% d'utilisateurs des 48% précédents, juste parce que vous n'avez pas rendu votre site accessible. Alors que pour rendre un site accessible, il ne faut pas énormément de compétences, faut pas de compétences forcément techniques. C'est juste, on va dire, beaucoup de bon sens, juste quelques normes à adapter, et tout le monde peut se mettre à l'accessibilité. Vous allez dans les outils de dev de Chrome, d'Opera ou de n'importe quoi, surtout Mozilla Firefox qui s'est mis maintenant, il y a énormément d'aides pour rendre son site accessible, un peu plus accessible. La tech aide aussi à la diffusion de fake news. Alors là, franchement, c'est super. On a un champion du monde, mais toute catégorie, un truc de fou. Déjà, ce tweet a fait fureur, et j'ai mis ce tweet en message parce qu'en fait, ça, c'est, on va dire, une personne qui s'y connaît pas et qui n'a pas, on va dire, de connaissances scientifiques. C'est une personne qui ne connaît pas la différence entre le climat et la météo. Pour un président des États-Unis, c'est grave. C'est grave, sauf que si vous regardez le tweet, il est quand même liké pas loin de 200 000 fois. Il a réussi à mettre et à se faire aimer avec 200 000 personnes qui ont aimé son tweet, alors qu'au fait, il raconte des conneries. Non mais vraiment, la diffusion de fake news, c'est vraiment un grave problème du numérique. Et la dernière qu'il a fait quand même, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un gars qui est incroyable. Vraiment. Parce qu'il y a des sites américains, des sites de news américains qui ont créé des pages Trump Lies pour lister toutes les bêtises qu'il dit, juste ça. Et au fait, la dernière fois, il a quand même dit en direct sur je ne sais plus quelle chaîne d'information, c'était pas Euronews malheureusement, sur je ne sais plus quelle chaîne d'information, il a dit qu'au fait, il avait commencé à construire le fameux mur anti-migrants au Colorado. Le Colorado, c'est pas un État qui est en frontière avec le Mexique. Il ne connaît même pas les États qu'il y a dans son propre pays. Et ce gars a une puissance destructrice en matière d'information et en matière d'émission de fausses informations, mais phénoménale. Donc il faut faire attention à ça. La tech, c'est pas tout rose en quelque sorte. Il y a énormément de fausses informations. Et même si les grands se disent on s'y met, quand on est un président des États-Unis, qu'on a 1 million d'abonnés et qu'on dit de la merde, il n'y a personne qui va dire on va supprimer le tweet par exemple. Ça se fait pas. Bref, la tech n'est pas éthique. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un gros apostrophe. Parce que la tech, elle n'est pas éthique, mais la tech est aussi éthique. Le problème, ce n'est pas la tech, c'est nous.
Il y a énormément de personnes qui disent, en fait, l'IA, elle arrive à communiquer entre elles dans des langages qui ne se comprennent pas. L'IA, elle fait ça, l'IA, elle fait ça, l'IA, elle fait ça. C'est vrai, l'IA fait beaucoup de choses, sauf que la personne qui a codé l'IA, c'est nous. C'est les développeurs, c'est les organismes. La tech, elle est ni bonne ni mauvaise. La tech, vous lui donnez le sens qu'elle peut avoir. La tech va devenir bonne si vous faites des trucs bien avec la tech. La tech va devenir mauvaise si vous faites des trucs mauvais avec la tech. Actuellement, on a énormément de problèmes avec la tech. On a des problèmes de surveillance, de reconnaissance vocale, faciale, des problèmes de données, évidemment, comme d'hab. Et il y a la Quadrature du Net, qui est une super asso qui essaye justement de prévenir tout ça. Franchement, allez voir, on va dire, tous les articles qu'ils ont fait dessus, c'est super intéressant. Il y a plein de reportages et plein d'articles, notamment des personnes qui expliquent que lorsque vous parlez à votre Google Home ou Alexa, c'est des humains qui sont derrière et qui captent toutes vos données pour voir des rapports. Ça fait que vous avez des bouts de psychologues qui parlent de leurs clients pour tout noter sur Word. C'est super intéressant. Bref, normalement, lorsqu'on parle de données, d'éthique et de surveillance, on pense plutôt à la CNIL. La CNIL, c'est la Commission nationale de l'information et des libertés, évidemment. Le truc, c'est que c'est elle qui est à l'origine du RGPD, sauf que le Conseil d'État a autorisé la CNIL à ne pas respecter le RGPD, alors que c'est eux qui l'ont créé. C'est un peu limite. Le truc qu'on peut voir aussi, c'est que la CNIL, récemment, et ça date d'hier, on peut vraiment se poser la question sur à quoi sert la CNIL. Pourquoi ? Le RGPD, c'est très bien. Enfin, je vais y revenir plus tard. Ça permet un peu d'améliorer les choses. Bref, il y a du bon sens dans le RGPD. Par contre, le truc, c'est que la CNIL, elle a donné son veto au gouvernement en disant non, il ne faut pas que vous adoptiez la loi, on va dire, contre la fraude, contre, on va dire, la surveillance des réseaux sociaux, contre la fraude fiscale. Sauf qu'elle a été adoptée hier à l'Assemblée. Donc la CNIL, qui s'est opposée formellement, on va dire, au sniffage de tout ce qu'on a sur les réseaux sociaux, nos photos Instagram, nos photos Facebook, tout le reste, bon, elle n'a pas assez de pouvoir pour dire à l'Assemblée, non, vous ne faites pas ça. Du coup, maintenant, si vous ne déclarez pas vos impôts et que vous avez une Porsche, ne la mettez pas sur les réseaux sociaux parce que vous allez vous faire épingler. Bref, du coup, la CNIL, c'est un peu... la CNIL. Bref. On pourrait dire que la tech for good, c'est un peu la tech for business. Toutes les personnes qui font de la tech for good ont plutôt un intérêt business. On pourrait dire que la tech for good, c'est un peu la tech for je veux soulager ma conscience. Ça a l'air de bien marcher. Mais au fait, la tech for good, c'est quelque chose, et ça c'est vrai, c'est plutôt la tech for social. Il y a vraiment un intérêt social derrière la tech for good. Il y a vraiment quelque chose qui se fait, et la tech for good, c'est pas forcément mauvais. Par contre, on ne voit pas forcément ce qui est mauvais de la tech for good. La tech for good, c'est good, mais juste d'un point de vue social. Et c'est ça qui est dommage dans la tech for good. Le seul critère d'acceptance qu'il y a, justement, c'est l'impact social. Du coup, la tech for good, c'est différent de la good for tech. Maintenant, je vais vous parler de la good for tech. Qu'est-ce que la good for tech ? La good for tech, c'est ce qui va permettre à la tech d'être un peu meilleure, qui va rendre la tech un peu plus good. Qu'est-ce qui est good for tech ? Déjà, il y a l'éco-conception. L'éco-conception, c'est intégrer l'environnement dès la conception des produits et des services. Au fait, on parle d'éco-conception, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l'éco-conception, alors qu'au fait, c'est basé sur une norme ISO qui date de 2002, je crois, donc ça fait quelques années déjà que ça existe et personne n'en parle. C'est le fait d'intégrer l'environnement dès la conception des produits et ses services, parce qu'au fait, il faut savoir que, mine de rien, le numérique, ça pollue, le numérique, ça prend des ressources, le numérique, ça fait plein de choses, sauf qu'on peut se préparer à ça en éco-concevant ces logiciels. On peut rendre ces logiciels beaucoup plus sobres, on peut améliorer la qualité logicielle en éco-concevant ces services numériques. L'éco-conception, ce n'est pas que pour le numérique. Ça existe déjà dans le bâtiment, ça existe déjà dans plein d'autres domaines, sauf qu'on peut éco-concevoir un service numérique. L'éco-conception, c'est mieux pour le numérique. La sobriété numérique, ça fait partie aussi de l'éco-conception. Il faut savoir que 80% des données, des fonctionnalités demandées par l'utilisateur sont peu ou jamais utilisées. Du coup, il faut se demander la question, pourquoi est-ce que je passe du temps à coder et à débugger une fonctionnalité qui est utilisée par un ou deux utilisateurs quand j'ai un site qui en fait des millions ? Bing a réduit sa charge serveur jusqu'à 80% en réduisant 20% le nombre d'éléments de sa page de recherche. Avant, ils avaient une page de recherche, on va dire qu'il y avait 100 éléments, ils sont passés à 80, ils ont réduit de 80% leur charge serveur. Ça, c'est de la sobriété numérique. C'est le fait d'en afficher moins parce que l'utilisateur va peut-être cliquer que sur les 3 premiers résultats et ça ne sert à rien, on va dire, de surcharger ses serveurs. Il faut aussi comprendre qu'actuellement, vu comme on fait de la tech, ce qui est
problématique, c'est vraiment la dette technique. Et il y a une société qui s'appelle DDSI qui a justement concaténé tous les chiffres qu'ils faisaient et ils se sont dit qu'au fait, 70% du coût d'un logiciel actuellement est constitué de la dette technique. Le truc, c'est que si vous éco-concevez un logiciel, vous allez, on va dire, définir des unités fonctionnelles et du coup respecter vraiment ce que veut l'utilisateur. Vous n'allez pas, on va dire, avoir des dépendances à droite, à gauche qui vont servir à rien. Vous n'allez pas créer des trucs qui servent à rien, donc vous n'allez pas maintenir des fonctionnalités inutiles. Du coup, vous n'allez pas avoir à payer 70% du temps des développeurs qui débuguent des choses. Bref, l'éco-conception, c'est cool. En matière de sobriété, on peut aussi parler de low-tech. Qui connaît le projet KDOG? Personne? Il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui essayent de faire de la recherche contre le cancer, contre les maladies et tout le reste. Google s'y est testé et s'y tente encore et c'est bien. C'est good for tech aussi, il faut qu'il y ait de l'IA qui pense à ça. Sauf qu'en fait, l'IA, c'est très consommateur d'énergie actuellement. Ça s'améliore et il faut que ça s'améliore, sauf que ça consomme énormément d'énergie. Actuellement, l'Institut Curie, qui est français, a créé un programme KDOG qui permet, on va dire, avec une meilleure précision que les meilleurs IA en matière de cancérologie, de détecter les cancers. Ça fait que vous avez des chiens d'un côté, donc qui sont nourris, qui sont peut-être récupérés de la SPA, c'est peut-être encore une double bonne action, qui permettent mieux de détecter des cellules cancéreuses qu'une IA qui bouffe du numérique avec des ressources rares de l'autre côté. La tech, c'est utile, c'est pas obligatoire. Il y a aussi la sobriété numérique qui mène à la performance. Avant, on va dire, de me consacrer, on va dire, corps et âme à l'éco-conception et compagnie, j'étais vraiment fan de la performance. Je faisais de la performance partout. J'adore la performance informatique. Il y a plein de trucs à faire. Chez tout le monde, d'ailleurs. C'est ça qui est cool. J'aime bien la webper. J'aime bien plein de trucs. Sauf qu'on se rend compte qu'en fait, avec l'éco-conception et tout ça, on arrive... En fait, la sobriété mène forcément à la performance. Lorsque vous allez... le cas que vous voyez à l'image, c'est le cas de Konga. Konga, c'est le Cdiscount nigérien. Donc du Niger. Je dis pas de conneries. Au fait, ils ont refait leur site, ils l'ont éco-conçu, sans le savoir. Ça fait qu'au fait, ils ont tout redesigné pour penser réellement aux besoins utilisateurs et à ce que l'utilisateur allait voir sur leur page. Ça fait qu'en fait, en matière de data, juste pour l'initialisation des choses, ben vous voyez que la version 1, je vous laisse deviner laquelle c'est celle de gauche. La version 2, c'est la deuxième, celle de droite. Mais en fait, ils arrivent beaucoup plus rapidement et on va dire, ils ont un taux de conversion vachement meilleur avec la deuxième version parce que les gens s'y retrouvent plus rapidement et ils accèdent plus rapidement à leurs produits. Il faut savoir qu'ils ont économisé 92% de data avec juste le chargement de la homepage par rapport à la version précédente. Lorsque en fait, un utilisateur complète sa première transaction, qui va au panier la première fois, vous économisez 82% de data. Donc c'est 82% de choses inutiles qu'avant, vous chargiez et qui faisaient ramer les applications. Il faut savoir qu'au Niger, ils n'ont pas, on va dire, la 5G qui va arriver, la 4G+, ils n'ont pas la 3G+, leurs connexions, elles ne sont pas ultra rapides comme nous. Nous, ce qui est dommage, c'est qu'on teste avec... Généralement, enfin, qui ici est dev ou qui fait du dev ou un truc comme ça? Qui ici fait des tests de, on va dire, de rapidité en 2G? Voilà. Que dalle, quoi. Merci. Au fait, le truc, c'est que même en France, on peut avoir la 2G. Même en France, un service numérique, il est censé pouvoir être fonctionnel. Lorsque vous faites de l'éco-conception, mine de rien, vous allez tout réduire et ça va être fonctionnel même sur les bas réseaux parce que vous avez beaucoup moins de requests, beaucoup moins d'images, beaucoup de trucs qui sont juste, on va dire, un flou en matière d'UX, de design, et un flou numérique qui sert juste à augmenter le stockage de votre téléphone. Qu'est-ce qui est good encore? Les analyses de cycle de vie. Les analyses de cycle de vie, c'est ce qui permet justement de préparer votre service numérique, mais tout au long de sa vie. Un service numérique, c'est comme un être humain, c'est comme tout le monde, ça meurt. Actuellement, il y a énormément de sites qui existent, qui datent d'il y a 10 ans en arrière pour un certain event. Lorsque vous aviez un site qui nécessitait, on va dire, 3 serveurs, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de scalabilité, on ne pouvait pas, on va dire, popper des serveurs comme ça ou les éteindre comme ça. C'était plus complexe. Donc, on mettait, on va dire, une charge serveur qui était phénoménale pour absorber le pic lors d'un event. Par exemple, le Festival des Cannes en 2000, je ne sais pas combien. Ben, tout le monde allait se connecter 3 semaines avant, 3 semaines après pour voir les résultats et pendant le Festival de Cannes. Mais peut-être qu'après, le site, il n'est jamais utilisé. Avoir 3 serveurs qui tournent en permanence pour un site qui n'est pas utilisé, c'est stupide, ça consomme des ressources, ça consomme de l'énergie, ça vous coûte des sous. Le truc, c'est qu'avec des analyses de cycle de vie, vous pouvez gérer aussi la fin de vie de votre produit et de votre service numérique. Et ça, c'est intéressant parce que moins vous allez avoir d'utilisateurs, ou si le site ne fonctionne plus, ou si le site ne sert à rien, vous l'arrêtez, tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. La performance, c'est aussi pas mal. Pourquoi ?
Mais enfin, encore faudrait-il savoir ce qu'est la performance. Ça, j'en parle souvent parce que je me rends compte qu'en fait, personne ne sait ce qu'est la performance et qu'en matière de services numériques et de web et de tech, la performance, c'est très, très, très variable. Pourtant, j'ai une bonne nouvelle pour vous, il y a une ISO pour ça. Il y a l'ISO de la qualité logicielle. L'ISO de la qualité logicielle, c'est l'ISO 25010 qui permet, on va dire, d'avoir plusieurs tests. En fait, il y a 8 séries de tests. Vous avez les tests fonctionnels, vous avez les tests unitaires, vous avez les tests de compatibilité, vous avez les tests d'utilisabilité, de non-régression, de fiabilité, il m'en manque un, et de performance. Et il m'en manque toujours un, je ne sais plus lequel est. Et ce qui est marrant, c'est que dans les tests de performance, vous avez des sous-tests. Qu'est-ce qu'une application performante ? Eh bien, ce qui est bien, c'est que l'ISO nous l'a décrit. Une application performance, c'est une application qui a un temps de réponse très faible, donc qui doit répondre très rapidement. Une application performante, c'est une application qui doit résister à la capacité. Ça fait que quand vous avez un utilisateur ou quand vous en avez 50 000 sur votre application, elle est censée être scalable, elle est censée se réduire, elle doit résister à des tests de charge. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le troisième point. Une application performante gère aussi l'utilisation des ressources. Ça fait que si vous avez un service numérique qui est ultra rapide parce que vous avez énormément de serveurs derrière, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un service numérique qui est rapide. Il ne va pas être performant parce qu'il utilise trop de ressources derrière. La performance a un ISO, il faut la connaître. Il y a aussi les normes d'accessibilité. Évidemment, RGA, c'est un peu le RGPD français. Il y a les normes WCAG. Et il y a Opquas, qui, on va dire, une association française, parisienne, je crois, qui fait des formations, on va dire, sur la qualité logicielle et qui est très axée accessibilité. Je vous conseille d'aller voir, ils ont des bouquins qui sont super et c'est vraiment cool. Les designs éthiques, c'est pareil. Il faut vraiment éviter les dark patterns et créer des designs qui sont plus transparents, plus praticables et plus durables. Personnellement, en matière de design, on va dire, et de dark pattern, il y en a plein. Il y a le fait que lorsque vous voulez faire accepter quelque chose, vous allez afficher un pop-up et au lieu d'avoir un gros oui vert, vous le mettez en non, un truc comme ça, ou vice-versa. Vous allez inverser les couleurs. Il y a aussi un truc qui est horrible, c'est par exemple, la dernière fois, j'étais sur je ne sais plus quel site pour regarder je ne sais plus quel article. Donc je ne sais plus grand-chose, au fait. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, le contenu m'intéressait et je voulais accéder aux commentaires du débat. Le truc, c'est que j'ai scrollé pendant 5 minutes et il n'y avait que de la pub qui s'affichait en infini. Le truc, c'est que vu que je scrollais à mort, la pub, elle se comptabilise pas parce qu'au fait, il faut que la pub reste un minimum de temps affichée sur l'écran pour qu'elle soit considérée comme viable. Moi, j'ai scrollé, donc j'ai rien rapporté à l'entreprise. Par contre, le truc, c'est que si l'entreprise avait, on va dire, réfléchi de mon côté, elle aurait affiché le bloc de commentaires pour que moi, je puisse voir les commentaires, mais une petite pub à côté, la pub aurait été comptée. Donc ça fait qu'au fait, là, ils ont tout perdu parce que moi, je ne retournerai jamais sur ce site. Le truc con, c'est que je ne sais plus lequel c'est. Mais vous voyez, il faut vraiment penser, on va dire, le besoin utilisateur. L'éthique de la data. Ce que j'aime bien dire, c'est est-ce que vous utiliseriez votre application en connaissant toutes les données qu'elle récupère de vous, de votre ami, de vos familles, de vos amis, de tout le monde, au fait. Il y a un truc qui est pas mal et qui commence à arriver, je pense que tout le monde en a un peu entendu parler, c'est le RGPD. Le RGPD, là-dessus, en fait, il a permis, on va dire, sur certains cas, de soulager un peu Internet parce que les gens, enfin, à ce que j'ai lu, j'ai eu des avis contraires récemment, à ce que j'ai lu, les gens se sentent un peu plus soulagés parce qu'ils savent que quand ils acceptent le bandeau de cookies, c'est que c'est à peu près bien géré. Sauf que non. Le truc, c'est que le RGPD, c'est bien parce que ça permet aux entreprises de ne pas faire n'importe quoi, soi-disant avec les données, sauf que les données sont toujours récupérées. Snowden, récemment, c'est exactement ce qu'il dit. Le RGPD, ça part de bonnes intentions, sauf qu'il ne remplit pas son rôle, parce que mine de rien, tout le monde récupère toujours trop de données. On ne sait pas trop ce qui se passe avec. Et mine de rien, les données, en clair, ok, vous avez accepté, personne ne le lit, vous avez peut-être 0,5 à 1% des personnes qui lisent les conditions du RGPD ou le bandeau de cookies, sauf que les données sont quand même récoltées et récupérées. Ce qui est bon à savoir, c'est que le bandeau RGPD, il n'est pas obligatoire. Donc j'entends beaucoup de personnes qui disent le RGPD, ça pollue Internet, il y a le bandeau partout, mais en fait non. Les cookies de session, vous n'êtes pas obligé de mettre le bandeau RPG lorsque vous avez juste des cookies de session. Ça fait que lorsque vous allez sur un site avec un bandeau RGPD, c'est forcément qu'il récupère des données personnelles. Bref, ce que je tiens à dire, c'est qu'en fait, le numérique doit vraiment devenir good avec plusieurs critères.
pas juste un critère social. Au fait, il faudrait du tech for good, donc du social. Le social, c'est intéressant, il nous faut du social. Il faut que le numérique soit à l'aide de l'humanité, enfin de l'humain, parce qu'actuellement, des deux. Et il faut aussi que le numérique soit écologique, qu'il soit accessible, qu'il soit éthique. Il faut mélanger les deux. Et c'est en mélangeant les deux qu'on va vraiment arriver sur un numérique responsable. Si vous voulez plus d'infos, il y a des super bouquins qui existent, de Frédéric Bordage, qui est, on va dire, le créateur de Green IT il y a 15 ans en arrière. Ça fait 15 ans que lui est sur ces sujets-là et qu'il essaye d'aller un peu plus loin. Il y a le site de greenIT.fr, il y a le collectif dont je fais partie, le collectif Conception Numérique Responsable, The Shift Project, qui commence à avoir pas mal de rapports sur le sujet aussi et sur le numérique. Il y a l'INR, l'Institut du numérique responsable, qui a été créé l'année dernière. Et vous pouvez même maintenant vous faire labelliser avec un label numérique responsable qui est sorti il y a quelques mois en arrière. Tout ce que je pouvais dire, c'est qu'au fait, on a tous le pouvoir de changer les choses. Le truc, c'est que les GES, généralement, quand on en parle, des gaz à effet de serre, ils sont divisés en deux secteurs, 25 et 75%. 25%, c'est ce que nous, on peut faire en tant, on va dire, que humain, civil, dans la vie de tous les jours. Se mettre au zéro déchet, faire du compost ou manger, on va dire, local, arrêter de prendre l'avion quand c'est inutile, peut-être favoriser le train, faire du vélo taf, tout ça, ça va permettre de réduire 25% des gaz à effet de serre. Par contre, les 75 autres, vous pouvez le faire, on va dire, dans le travail de tous les jours. Que vous ayez, on va dire, designer, que vous ayez data scientist, que vous soyez PO, Scrum Master, que vous ayez une entreprise, que vous ayez le meilleur métier du monde et que vous soyez dev, enfin, sauf JavaScript, mais vous pouvez tous, évidemment, changer le monde. On a tous le pouvoir de faire les choses. Donc, au fait, il faut arrêter de se brider les yeux et il faut juste y aller. Merci. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. On va passer aux questions. Alors merci pour ce talk relativement brillant. Il y a juste un truc qui m'a un peu choqué, c'est cette demi-apologie de l'énergie nucléaire. Ouais. Parce que c'est quand même un petit peu un problème, l'enfouissement de ce qui se passe à Bure, c'est pas génial. Et puis il y a 2 jours, il y a eu un tremblement de terre où on a failli tous mourir en fait. Je vais pas lancer. Non, mais il n'y a pas que le côté déchet, il y a aussi le côté danger. Il y a le côté danger. Non, ça, ce sont des vrais dangers. Sauf que moi, ce qui se passe actuellement, c'est que en temps, je me suis jamais vendu écolo parce que justement, j'ai la problématique nucléaire. Le truc, c'est que si on fait rien pour les gaz à effet de serre dans les 100 ans, on est vraiment dans le mur et on fonce dans le mur. Les ENR, ça va pas résoudre le problème. C'est une hérésie d'avoir des panneaux photovoltaïques. La résolution du problème, c'est la diminution de la consommation. Oui, c'est ça. Ça, je suis entièrement d'accord. Ce qu'il faudrait, et ça, c'est ce que fait, on va dire, l'éco-conception et tout le reste, c'est le fait de diminuer notre consommation. Si on pouvait diminuer la consommation, on aurait moins d'ENR, on utiliserait moins d'ENR et on pourrait diminuer le nucléaire. Sauf qu'actuellement, le truc, c'est que l'électricité la plus bas carbone qui existe et qui nous permet, on va dire, à consommation électrique égale, je parle bien, c'est le nucléaire. Sinon, on ne peut rien faire. Et sinon, avoir, on va dire, des subventions sur des panneaux photovoltaïques, alors qu'en fait, lorsque tu les crées, tu utilises du trifluorure d'azote, qui est un gaz 17 200 fois pire que le gaz, que le CO2 en matière de gaz à effet de serre, c'est catastrophique pour l'écologie. Sauf que ça, personne n'en parle. Le fait, on va dire, d'avoir... Dans les smartphones, vous avez entre 4 et 10 grammes, on va dire, de ressources rares à l'intérieur. Une éolienne, actuellement, c'est 100 kilos de ressources rares. Ça, personne n'en parle aussi. On a des subventions de malades sur des ENR qui, on va dire, d'un côté, il n'y a pas d'analyse de cycle de vie dessus. D'un côté, on dit c'est green, c'est bien. C'est vrai, c'est green parce que ça ne pollue pas chez nous. Sauf que ça pollue énormément ailleurs dans le monde. Oui, mais tu sais très bien que les déchets nucléaires restent là des milliers d'années, donc le problème, il n'est pas là. Enfin, on aura l'occasion d'en parler. Mais je suis d'accord. Séparément, parce que moi, j'habite en Allemagne, donc on a une discussion intéressante à avoir. Merci. Merci. Une autre question ? Pas d'autres questions ? N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. J'aime bien me faire taper dessus. Eh bien, merci pour toutes les informations. Ma question, ce serait comment, si on est sensibilisé nous-mêmes en tant que développeur, en tant que consultant marketing ou quel que soit notre rôle, comment on peut arriver à convaincre en fait nos partenaires de se mettre à une conception plus responsable.
Moi perso, j'ai vraiment du mal avec ça, mais en fait j'y arrive avec le côté business. Le truc c'est que lorsque tu te mets, on va dire, dans le numérique sur un truc de beaucoup plus sobre et beaucoup plus responsable, tu vas augmenter ta qualité logicielle. La qualité logicielle, ça se paye. Et le truc c'est que tu vas aussi augmenter la performance logicielle. La performance logicielle, c'est aussi ce qui permet, on va dire, d'avoir un meilleur taux de conversion. Donc plus tu vas, on va dire, être sobre dans tes logiciels, dans tes produits, plus tu vas avoir de personnes qui vont venir chez toi, parce que justement ça va être rapide, et moins tu vas, on va dire, injecter de l'argent dans du bug fix, parce que mine de rien, tu en auras moins vu que tu n'auras pas de features inutiles. Tu as, on va dire, le côté sous qui est très très prenant et qui est parlant. Mais je t'avoue que j'en parle aussi, on va dire, pour le côté écologique, en disant que si on fait rien, de toute façon, on meurt tous dans 100 ans, mais ils en foutent. Donc 30 ouais, ou 100, enfin, ça dépend des rapports. Mais en fait, là-dessus, il y a énormément de bons livres qui existent. Enfin, on fait rien et on le sait. Il y a un super bouquin qui existe, c'est Le bug humain. C'est un neuroscientifique qui explique pourquoi, justement, on fonce dans le mur, on sait qu'on va dans le mur, mais pourquoi, au fait, on fait rien. Et il explique qu'au fait, avec plein d'actions, en fait, le fait d'avoir un like sur Facebook, de scroller ou de faire des trucs, mais en fait, ça nous injecte de la dopamine, parce qu'on aime avoir des relations sociales, c'est super cool. Donc on scrolle, on continue, on a des avis, on poste des trucs, et vu qu'on poste et qu'on a de plus en plus d'avis, ben, on aime ça, et on continue, et ainsi de suite. Et non, c'est un bouquin que je conseille. D'accord. Ça se tient sur la performance des applications. Mais est-ce qu'au niveau de la conception, il n'y a pas un délai supplémentaire qui passe pour un coût qui n'est pas forcément au fait, il n'y a pas de délai supplémentaire parce que justement, ta conception, elle va être vachement simplifiée par rapport à une conception normale. Le truc, c'est que contrairement, on va dire, à tout ce que tu vas faire normalement lorsque tu vas créer un service numérique, il y a tout qui va être allégé. Et c'est ça qui est super avec l'éco-conception, c'est que tu vas vraiment gagner partout, tout simplement. Et la sobriété mène à ça. Et la sobriété, mine de rien, tout le monde peut en faire. Et ça apporte des clients, et sauf qu'actuellement, on commence juste parce que ça existe depuis quelques temps. Enfin, l'éco-conception, existe depuis quelques temps. Sauf qu'on peine à avoir de la data parce qu'il n'y a pas énormément de clients qui s'y mettent. Moi, j'essaye de mon côté tout doucement et vite fait, mais c'est très très dur de pouvoir dire je fais de l'éco-conception chez vous, patati patata. Mais là, c'est censé arriver. Il y a l'AGI, donc l'Alliance Green IT aussi, qui est très présente dans le secteur et qui essaye d'avoir des rapports tous les ans. Il y a We Green IT qui est un festival qui sort tous les ans justement avec des chiffres là-dessus sur l'éco-conception et sur les gains qu'ont les sociétés à faire de l'éco-conception ou de la sobriété numérique, de la conception responsable. Donc en fait, est-ce qu'une solution, ça pourrait pas être que chaque société qui ait fait de l'éco-conception le mette en valeur pour convaincre les autres sociétés de s'y mettre? Ah si, il faudrait. Sauf qu'actuellement, avant de venir ici, qui est-ce qui connaissait l'éco-conception? Numérique, c'est vrai? Wow. Non, c'est bien, il faut. Mais du coup, il faut s'y mettre, c'est juste ça. Enfin, il n'y a que des bénéfices à éco-concevoir ces logiciels et ces applications. D'accord, merci. Merci. C'est We Green IT normalement. We Green IT. Pour répondre au monsieur là-bas, tu peux aussi essayer en leur parlant de RSE. Si possible, en faisant pas du greenwashing derrière, mais ça peut être un moyen de les convaincre derrière de faire les choses bien. Et accessoirement, l'éco-conception, c'est aussi comme l'accessibilité. En fait, si tu construis correctement ton produit, c'est aussi que derrière, ton site va être plus accessible. Je te parle surtout de site parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais aussi, ça va te prendre moins de temps à produire. Et derrière, tu vas faire des gains en fait, en termes de temps humain, donc d'argent. Voilà, les petits tips que je fais passer pour mes clients et mes clientes qui passent. J'ai une question du coup. Comment on concilie l'éco-conception avec les tendances du marketing digital sur la personnalisation par exemple, où on bloque des sites web sur les CRM pour faire appel des données historiques pour ensuite donner des services personnalisés, ou le marketing automation par exemple? Est-ce qu'il déjà y a cette conciliation ou est-ce qu'en fait non? En fait, l'éco-conception se base justement sur un par cœur et des unités fonctionnelles. Ça fait qu'au fait, quand tu éco-conçois un produit, il faut voir les unités fonctionnelles que tu vas éco-concevoir. On n'éco-conçoit pas un site internet, on éco-conçoit une unité fonctionnelle. Des fois, le fait d'avoir un site internet, c'est pas forcément éco-conçu, donc tu vas privilégier le SMS ou peut-être autre chose qu'un site internet.
Donc l'éco-conception, c'est ça, c'est le fait de remettre en question, on va dire, le besoin utilisateur et même le numérique même pour pouvoir avoir un produit qui soit plus fiable, plus simple à maintenir pour toi et qui soit plus éco-conçu. Donc en fait, ça fait que, vu qu'en fait, tu as les besoins utilisateurs et les tiens aussi parce qu'il faut que tu vives, tu es censé trouver une solution. Je sais pas trop si j'ai répondu à ta question du coup. Ouais, j'imagine. Est-ce qu'on a une ou deux encore questions? Non. On va vous remercier alors. Merci beaucoup. Merci.